Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette avant-dernière soirée de l'Unipop Histoire de la saison 2023-2024. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Camarade avec nous. Voilà, vous pouvez l'applaudir avant. Effectivement. Donc Hélène Camarade, on la connaît bien sûr, puisqu'elle a participé au Festival du film d'Histoire. Elle a déjà participé à l'Unipop Histoire à plusieurs reprises et elle fait partie du groupe de programmation, du comité de pilotage, et elle nous fait beaucoup de suggestions. Elle contribue à renouveler le groupe des intervenants chaque année, depuis déjà plusieurs années. Donc Hélène Camarade, elle est professeure en études germaniques à l'université Bordeaux-Montaigne. Elle est spécialiste de la résistance au nazisme et de l'opposition à la RDA, mais aussi à la RDA quand même, on peut dire les deux. Voilà, et donc elle a publié beaucoup d'ouvrages sur ces deux sujets, et notamment, elle a dirigé avec Liuba Jürgensen, qui est venue l'an dernier ici pour nous parler de Varlam Shalamov. Et donc elle a dirigé cet ouvrage avec également Xavier Galmiche. Et donc le titre de l'ouvrage, c'est Samizdat, publication clandestine et auto-édition en Europe centrale et orientale aux éditions Nouveau Monde en 2023. C'est évidemment à partir des travaux de cet ouvrage que vous allez intervenir ce soir. Et à l'issue de la rencontre, vous pourrez acheter à l'entrée du cinéma avec la librairie Encre Blanche ce nouvel ouvrage. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, et à vous la parole. Merci à toi François, et merci au cinéma où j'ai toujours plaisir à revenir pour retrouver un public toujours aussi intéressé et attentif. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que j'ai le bon micro, parce que j'en vois un autre ici, mais je pense que c'est bon. Voilà, un petit peu plus comme ça. Voilà, on est bon. Donc, je vais effectivement, comme vous le voyez, vous parler donc des samizdat, qui sont des publications clandestines qu'on peut aussi considérer comme des auto-éditions, donc derrière le rideau de fer, c'est-à-dire dans l'Europe centrale et orientale. Enfin, je vais surtout parler de l'Europe centrale, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la chute donc, de ce fameux rideau de fer. Alors, on peut tout de suite se demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un samizdat ? Alors le samizdat, en fait, c'est un acronyme inventé par un poète russe, on suppose du moins, qui reproduit des poèmes lui-même et les broche avec, de façon très artisanale pour les diffuser dans son cercle d'amis. Et il va intituler ce recueil de poèmes samizdat, qui est donc, je ne parle pas russe, donc je ne vais pas vous le lire, une abréviation de auto-édition en russe. Et ce choix, ce jeu de mots qui est aussi un acronyme, est une réaction au Gozizdat, qui lui est bien connu à l'époque et qui signifie donc les éditions d'État. Donc c'est le samizdat, par opposition justement à la publication officielle reconnue et estampillée par le parti. Et donc le samizdat émerge donc en 1952-53 avec ce titre. Il n'est pas forcément beaucoup repris dans les années... Enfin, en Russie, oui, on peut l'utiliser. On va moins l'utiliser en Pologne, en Tchécoslovaquie ou en RDA, parce qu'on se méfie de beaucoup de choses qui viennent de Russie. Mais c'est un terme, en fait, que la recherche a réinvesti après les années 90 et que l'on utilise aujourd'hui, justement, pour désigner tout ce qui relève de l'auto-édition et de cette édition qui se fait en marge des éditions officielles estampillées et qui sont parfois, on va le voir, parfois clandestines, parfois semi-clandestines. Il y a toute une échelle en fait sur la dangerosité et la clandestinité. Donc ces samizdat, ce sont des écrits imprimés et auto-édités en Europe centrale et orientale. Je vous montre une carte, c'est toujours agréable de savoir de quoi on parle. Vous voyez une large carte. Pour ma part, je suis spécialiste d'Allemagne et d'Allemagne de l'Est, donc je prendrai quand même beaucoup d'exemples du tout petit pays qui se trouve aux confins de l'Empire soviétique à l'époque. En ce qui concerne la datation, donc
on date en général le début du samizdat aux années 50, à la fin de la période stalinienne. C'est-à-dire qu'il faut quand même une certaine, pas une libéralisation, mais enfin une certaine tolérance pour que le samizdat ne soit pas forcément opprimé. Et donc on date son essor aux années 50 jusqu'aux années 90 environ. Alors, je voulais vous illustrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par samizdat. Ça peut être extrêmement variable. Alors, ça peut aller, comme vous le voyez ici, de la feuille volante, en format A4. Là, c'est une feuille assez tardive, 1988, qui peut être cette feuille donc voilà, volante ou un format A3 plié en deux. Mais le samizdat, ça peut être des volumes ou des feuilles brochées les unes avec les unes par rapport aux autres, reliées, brochées, et ça peut aller jusqu'à la revue politique ou à la revue artistique et jusqu'au livre d'artiste. Alors en voilà un. Ici, c'est une revue ou livre d'artiste, un revue Mani, dite de l'Art Nouveau de Moscou, qui date donc du début des années 82 et qui se compose donc de plusieurs volumes d'estampes, de textes, de poésie, etc. Donc il y a une grande diversité d'objets finalement qui peuvent être désignés par le samizdat. De même, travailler sur le samizdat, c'est découvrir des tas de façons d'imprimer et de reproduire ensuite le samizdat. Donc voilà, je voulais vous montrer cette machine à relier, alors assez tardive, les années 80, mais qui est très artisanale, je dirais, et qui qui vient d'Ukraine, avec un livre broché avec cette machine à relier au premier plan. Et puis voilà, ensuite plus classique ou plus attendu, c'est les fameuses machines à ronéotyper. Donc là vous voyez un groupe de Solidarność à Cracovie dans les années 80 qui est dans un sous-sol et qui imprime et reproduit à grand tirage en fait à l'aide de machines à ronéotyper. Donc on le voit, derrière le samizdat, il y a énormément de gens, il y a des réseaux, des personnes qui sont constituées en réseau, il y a les auteurs et les autrices, ceux qui écrivent les textes, il y a, quand ce sont des revues organisées, des périodiques, des comités de rédaction qui se réunissent et qui travaillent ensemble. Ensuite, il y a les dactylographes qui tapent les textes dans leur version finale, à la machine en général. Ensuite, il y a les imprimeurs et ensuite, il y a ceux qui vont distribuer, diffuser. Donc, c'est toute une chaîne, tout un réseau de collaboration et évidemment de personnes exposées aussi à des dangers. Globalement, l'intention de ces réseaux, c'est de contourner la censure d'État et de pouvoir donc parler librement, s'exprimer librement, que ce soit sur des sujets politiques, artistiques, écologistes. Enfin, on le verra, il y a une grande diversité dans le samizdat. Et ces thématiques et ces chronologies sont différentes selon les pays. Donc il faut, et c'est un petit peu ce qu'on a fait dans le livre dont tu parlais, François, on a essayé de donner un panorama en fait du samizdat dans quasiment tous les pays du bloc soviétique à l'époque, puisqu'on a traité évidemment la Russie, mais aussi l'Ukraine, la Biélorussie, les 3 pays baltes, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie et tous les pays d'Europe centrale qu'on connaît mieux, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, etc. Parce que dans chacun de ces pays, le samizdat a exprimé des attentes différentes ou a pris des formes différentes ou a obéi à une chronologie différente. Comme je vous disais, je prendrai surtout l'exemple de l'Allemagne pour vous en parler. Alors justement, quelle serait la spécificité de l'Allemagne ? Eh bien, la particularité de la RDA, de cette petite Allemagne démocratique, c'est qu'elle est à côté de la RFA, donc la République fédérale d'Allemagne, et que la République fédérale d'Allemagne, où on parle la même langue et où il n'y a pas les mêmes contraintes d'édition, va longtemps faire office de sphère publique de substitution. Donc, à partir des années 70, par exemple, les auteurs vont parfois aller directement publier à l'Ouest parce qu'il n'y a pas de contrainte de censure, et donc ça va affaiblir, si vous voulez, le besoin d'expression ou la nécessité en fait d'imprimer clandestinement en langue allemande, puisqu'il y aura ces publications possibles en RFA. Donc par rapport à l'URSS ou à la Pologne, on le voit sur ces chiffres.
La RDA a produit beaucoup moins de samizdat. Donc la Pologne est un des pays les plus productifs de samizdat. Donc vous le voyez, on a répertorié, enfin les chercheurs qui ont travaillé sur la Pologne ont répertorié 5840 titres de revues entre 76 et 90, et à côté de ça 6500 livres, hein, donc c'est-à-dire des productions uniques et non périodiques, alors que pour la RDA, on est en 87 à 20 titres de revues et on double en 89, ce qui est important hein, comme progression, mais qui reste tout à fait marginal par rapport aux chiffres polonais. Alors, où se trouvent ces samizdat ? Il y a plusieurs fonds d'archives qui ont commencé à les rassembler. En Tchécoslovaquie, par exemple, il y a un fonds à Prague, hein, Libri Prohibiti. Vous verrez de temps en temps dans les sources des documents, vous verrez apparaître ce terme. Pour l'Allemagne de l'Est, c'est principalement les archives de la Robert Havemann Gesellschaft à Berlin, hein, les archives de l'opposition est-allemande, qui les a rassemblées. Mais je voulais aussi citer les archives du FSO à Brême, qui ne sont pas du tout consacrées aux archives de langue allemande, mais plutôt aux archives d'Europe centrale. Donc il y a beaucoup de documents en langue russe, etc. C'est le plus gros fonds d'archives de samizdat à l'heure actuelle, donc dans le nord de l'Allemagne. Et où vont travailler donc de très nombreux chercheurs. Donc, François, tu l'as dit, on a travaillé collectivement sur ces questions-là, et donc je voulais vous dire sur quoi s'appuyer le travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi, j'ai fait tout un cheminement aussi en travaillant d'abord sur la feuille volante, hein, appelée tract de manière contemporaine, dans l'histoire en fait de l'édition de l'impression allemande, hein. C'était un ouvrage assez généraliste, donc le tract média du pouvoir et des contre-pouvoirs. Puis j'ai fait une étude très ciblée sur la RDA en particulier, avec donc un corpus de 500 tracts que j'ai pu retrouver dans les archives de la Stasi. Donc ça, c'était des travaux un petit peu individuels. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'ouvrir en fait et de faire ce travail collectif avec une quarantaine de chercheurs. On a travaillé pendant 3 ans et où on a justement croisé en fait nos résultats sur toutes les aires linguistiques dont je vous parlais. On a comparé les chronologies et on a dans ce livre aussi essayé de faire des approches thématiques, donc pour travailler sur le samizdat chrétien, le samizdat juif, le samizdat écologiste, le samizdat et les droits de l'homme, etc. Donc il y a toute une palette de thématiques qui sont symptomatiques, donc comme on le disait, des pays, des langues et des chronologies. Donc je vous propose d'avancer en vous parlant d'abord justement de la façon dont les opposants en Allemagne de l'Est vont contourner la censure, enfin comment fonctionne la censure et comment est-ce qu'on a pu la contourner dans le samizdat, parce que c'est tout à fait emblématique de ce qui se passe également dans les autres pays. Ensuite, je vous proposerai quelques grandes lignes sur l'évolution du samizdat en RDA et ce que cela nous dit des revendications ou des idées de la résistance ou de l'opposition en Allemagne de l'Est pendant ces 40 ans. Et on terminera parce que le samizdat, c'est quelque chose de très matériel et les plus gros problèmes que rencontraient les auteurs du samizdat à l'époque, ce n'était pas d'écrire des textes, mais c'était de les imprimer, de trouver du papier, de les renéotyper, etc. Donc dans une troisième partie, je vous parlerai de l'histoire matérielle en fait de ces samizdats. Donc commençons par la censure. Alors on le voit, attendez, je vais vous montrer la bonne diapo. Dans la constitution de RDA, officiellement, il n'y a pas de censure de la presse. C'est écrit texto dans la constitution de 1949. Dans la deuxième constitution, celle de 68, on nuance un peu. Chaque citoyen de la RDA a le droit de s'exprimer librement et publiquement son opinion dans le cadre de la conformité à la Constitution. Donc officiellement, pas de censure de la presse. Et pourtant, les restrictions sont importantes dans l'espace public est-allemand. Donc les auteurs, les journalistes, les artistes doivent tous, pour avoir le droit d'accéder aux maisons d'édition ou aux espaces de publication et d'édition, ils doivent tous être membres des institutions professionnelles, officielles et contrôlées par le parti. Donc il faut faire partie de l'Union des écrivains ou de l'Union des journalistes ou de l'Union des artistes, ce qui sélectionne évidemment déjà beaucoup. Ensuite, même quand vous faites partie de ces corporations qui ont donc été validées par le parti, vous devez pour chaque publication la soumettre à 1 ou 2 lecteurs, Lektoren, qui sont là pour les évaluer d'un point de vue idéologique et pour voir si ça correspond aux grandes lignes
contemporaine. Alors, ces histoires-là, certains collègues ont travaillé là-dessus, ce sont des histoires parfois rocambolesques, où on a des ouvrages, des romans qui sont retravaillés pendant 10 ans par les auteurs, parce que les lecteurs vont dire « Ah oui, non mais là, le suicide de ton personnage, ça ne va pas, c'est pas du tout conforme à la conception que l'on veut, historique, marxiste historique, etc. » Donc il y a des va-et-vient entre les auteurs et les lecteurs, les lecteurs, enfin les censeurs, qui vont les obliger à modifier leur texte. Donc cela aboutit, comme je vous le disais, il y a une autre Allemagne à côté, l'Allemagne de l'Ouest, où on peut librement publier. Eh bien, cela va amener un certain nombre d'auteurs dans les années 70 à envoyer leur manuscrit intégral à l'Ouest et à publier un manuscrit tronqué à l'Est. C'est ce qu'on appelle la double publication. Beaucoup d'auteurs, parmi les plus célèbres de RDA, y ont eu recours. Et donc là, je vous montre un exemple de Christa Wolf, qui est une autrice très connue et qui est aussi emblématique de la RDA, qui a été, la RDA se vantait d'avoir une écrivaine de sa trempe parmi ses grands intellectuels. Et donc cet ouvrage, Cassandra, on le voit, c'est l'édition ouest-allemande. Et au milieu, là, cette page, c'est un ami qui a eu la gentillesse de faire cette photo, c'est l'édition est-allemande dans laquelle il avait collé les passages tronqués. Et donc circulaient en Allemagne de l'Est des ouvrages comme ça, avec des petits billets à droite à gauche qui restituaient, si vous voulez, les passages tronqués. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc certains ouvrages en fait n'ont même jamais paru et d'autres n'ont paru qu'à l'Ouest. Donc voilà comment le résultat donc, de cette censure des publications. Les autres limites, eh bien, ce sont les limites via le code pénal ou d'autres articles de la Constitution qui permettent donc de réprimer les personnes que l'on ne veut pas laisser s'exprimer. Alors ils sont très nombreux, ces articles de loi, je vous passe. Tout cela a pour conséquence des formes d'autocensure chez la part des auteurs qui savent jusqu'où on peut aller ou qui vont jouer avec la ligne rouge, c'est comme ça qu'ils l'appellent souvent, en disant mais voilà, bon, j'ai tenté le coup, on va voir, etc. Donc il y a tout un jeu aussi, parce que selon les périodes, la ligne rouge ne se situe pas toujours au même endroit. Deuxième manifestation typique de l'époque, c'est la pratique de ce que l'on appelle le double langage ou le langage codé, assez typique des dictatures, où on va essayer en fait de faire passer des messages en utilisant la métaphore historique, en délocalisant d'un point de vue historique ou géographique pour faire passer un message politique. Mais cela implique de la part du lecteur la volonté de lire entre les lignes et de chercher un texte caché en fait. Alors ça dénature parfois aussi la qualité ou la valeur esthétique ou littéraire d'un ouvrage. Donc certains auteurs étaient très malheureux en fait qu'on ait une lecture strictement politique aussi de leur texte. Donc voilà, ça c'est tout ce qui crée les conditions ou les contraintes en fait d'expression et de publication en RDA et qui amène donc les auteurs sur lesquels j'ai travaillé à vouloir les contourner. Alors le premier contournement, il est très basique, c'est le tract anonyme, donc non signé. Alors celui-ci est assez élaboré, il est tapé à la machine avec un texte très construit, il date de 1948. Il est diffusé donc à Leipzig, donc c'est à l'université. Et donc ces tracts-là, que ce soit des formats assez élaborés comme ceci ou très sibyllins, je vous en montrerai quelques-uns, ils sont absolument continus et très réguliers entre 1946 et 1989, sans signature, diffusés de manière anonyme et puis déposés, affichés ou postés individuellement dans les boîtes aux lettres. Donc il y a plusieurs façons de diffuser, mais évidemment la diffusion est également anonyme. À la fin des années 70, c'est là où on bascule en fait dans la pratique intensive du samizdat en RDA. Les milieux politiques qui contestent pas mal de choses, qui commencent à contester sérieusement, vont vouloir éditer des revues politiques, ce qui est bien sûr interdit. Et alors comment vont-ils contourner ? Eh bien, ils vont utiliser les marges de manœuvre qu'ont acquis les églises protestantes en RDA. Donc la religion dominante en Allemagne de l'Est, c'est la religion protestante, qui est structurée de manière fédérale et non pas de manière centralisée. Et donc chaque région, province a une église protestante. Et ces églises ont négocié, alors il y a eu beaucoup de luttes entre les églises protestantes et le parti, et on est arrivé à une sorte de modus vivendi à la fin des années 50, où les églises ont obtenu
parmi d'autres acquis, de pouvoir éditer leurs bulletins paroissiaux de façon autonome et sans avoir à en rendre compte au parti. Et donc ils sont aussi équipés de ronéotypeuses, de machines à écrire, ils peuvent acheter du papier, parce qu'ils ont donc la possibilité d'éditer ces bulletins paroissiaux. Et en fait, les milieux politiques vont détourner cet article de loi et sous couvert, donc, ou sous le toit des églises protestantes, ils vont écrire des textes qui vont de plus en plus s'éloigner de la religion protestante. Alors au début, ce sera religion et paix, la paix dans la Bible, les femmes dans la Bible, enfin voilà, on va, et puis petit à petit, ça va complètement quitter le champ religieux pour devenir politique et même devenir donc des attaques du parti, etc. Et ils vont utiliser ce toit des églises. Alors là, je vous montre le numéro 1 d'une revue, d'un périodique très connu qui s'appelle Grensfall, qui le titre veut dire à la fois chute de la frontière, ou Grensfall qu'à limite, il y a un jeu de mots. On voit bien qu'il s'agit quand même de faire tomber le mur, comme le dessin le montre. Et alors, si vous regardez sur le côté, écrit à la main, pas du bon côté, là-bas, sur le côté, vous pouvez lire « Nur für innerkirchlichen Gebrauch » uniquement pour un usage interne à l'Église. Donc en fait, ils vont éditer cette revue politique en mettant cette mention qui fait semblant que ce soit un bulletin paroissial, et donc par ce biais, ils essaient de se prémunir, ils se prémunissent en fait efficacement, puisque la Stasi n'a jamais rien fait contre eux, voilà, on reste dans une semi-légalité, semi-clandestinité avec cette mention-là. Les artistes, pour leur part, donc ça c'est plutôt les milieux politiques des années 70, les artistes, pour leur part, vont utiliser une autre marge de manœuvre. Voici par exemple un samizdat artistique avec des poèmes, des dessins, etc. Eux vont utiliser la possibilité qu'ont les artistes plasticiens d'éditer jusqu'à 100 exemplaires d'une œuvre au titre de brouillon. Donc il ne faut pas dépasser le chiffre de 100. Donc souvent on a des revues artistiques éditées à 99 exemplaires. Celui-ci il est à 15 exemplaires et en cas où il y ait des problèmes avec la Stasi, ou voilà, on pourra toujours dire non, mais c'est un brouillon, c'est une ébauche, je suis sous, je rentre dans le cadre de cet article de loi. Donc, on parle en général quand même de clandestinité pour les tracts anonymes et puis de semi-clandestinité pour les revues périodiques samizdat de la fin des années 70. Un seul samizdat va volontairement ne pas s'inscrire sous le toit des églises ou ne plus s'inscrire. C'est Grensfall, dont je vous ai montré le numéro 1. Là, on est en 87 et Grensfall décide de ne plus mettre cette mention. Et effectivement, en 87, ce samizdat périodique va faire l'objet d'une perquisition qui ne va pas se passer comme ils l'ont prévu, une perquisition de la Stasi, parce qu'il y a eu des fuites, donc ils ont réussi à cacher le matériel. Enfin voilà, donc la Stasi ne saisit pas ce qu'elle pensait saisir, mais voilà, ils ont pris un risque et effectivement, le résultat est immédiat. Donc j'en viens à mon deuxième point. Finalement, ces tracts et ces samizdats, quelle histoire est-ce qu'ils nous racontent de l'opposition, qu'est-ce que finalement ces personnes voulaient dire, qu'ils ne pouvaient pas exprimer officiellement? Eh bien, on constate qu'il y a 3 grands événements qui vont provoquer comme ça des vagues de tracts et de samizdats de manière vraiment systématique. Ces événements, ce sont tout d'abord les élections, parce que la RDA a toujours voulu garder un semblant de démocratie. Donc on votait sur liste unique, c'était oui ou non, on votait sans cabine, sans isoloir, etc. Mais il y avait ce rituel pour présenter sa loyauté à l'État en quelque sorte, où il fallait aller voter tous les 4 ou 5 ans selon les décennies. Et donc, chaque fois qu'il y a des élections, il y a une vague de tracts et de protestations sur la falsification des élections, enfin l'esprit falsifié du vote en RDA. Le deuxième événement qui provoque systématiquement des tracts et des samizdats, c'est quand un pays, enfin un peuple frère se rebelle. Donc systématiquement, on aura Budapest 56, Prague 68, Solidarność, etc. Donc il y aura toujours une grande vague de soutien, de protestation contre la répression ou de soutien aux opposants dans les autres pays. Et la troisième cause, c'est la répression politique. Que ce soit la répression
politique de dissidents est-allemands ou de dissidents autres, hein, dont on a entendu parler. Donc il y a une grande solidarité vraiment de l'opposition de façon transnationale. Et on va le voir avec les exemples, souvent ça se recoupe. Donc le premier exemple, c'est les années 40 ou 50. Donc à ce moment-là, on a une grande instabilité, hein, du régime. Staline est encore là, l'Allemagne est occupée ou ne l'est plus à peine. Enfin, il y a une grande instabilité, on espère renverser la RDA. Donc on a beaucoup d'appels au sabotage, aux grèves, et à l'époque on espère encore donc réunifier l'Allemagne. Et donc là vous voyez un tract qui a été distribué pour les premières élections au soi-disant Parlement est-allemand, hein, donc la veille des élections, c'est le 15 octobre les élections. Et donc c'est un jeune de 18 ans qui va prendre du papier de recyclage, parce que dans les années 50 il n'y avait pas de papier, et qui va utiliser des tampons pour apprendre l'alphabet aux enfants, et qui va donc essayer donc beaucoup l'ont fait, hein, utiliser ces tampons alphabet. Mais il va se faire attraper au moment où il va afficher son tract, et comme il avait un couteau sur lui, il va être condamné à mort. Enfin, oui, voilà, condamné à mort, mais la peine ne sera pas exécutée parce qu'il va y avoir un mouvement de protestation en RDA et en RFA. Et donc là, vous avez un tract donc de lycéens, c'est-à-dire de jeunes qui ont le même âge que lui, d'une petite ville à côté. Donc Flad, il est dans vraiment un petit village. Werdau, c'est pas trop loin enfin c'est tout petit. Et des lycéens vont faire un tract en soutien à Flad. Hein. Donc vous voyez, on a la protestation contre les élections et puis le soutien en cas de répression politique, c'est tout à fait typique. Je vous montre notre tract, cette fois-ci il date de 1957, pardon. Donc c'est un cercle au début de jeunes lycéens, puis qui vont passer à l'université, puis qui vont continuer, et qui ont été très marqués par la répression de 1953, puis la répression de 1956, et qui donc vont passer à l'action. Vous voyez, ce n'est pas non plus un hasard, le 4 novembre, hein, c'est l'anniversaire de la répression à Budapest. Ils vont faire un tract très élaboré, qu'ils vont d'ailleurs signer la fratrie Scholl, hein, et vous connaissez évidemment Hans et Sophie Scholl, qui sont des résistants anti-nazis des années 40, et donc là on est 10-12 ans après, et ces jeunes en fait veulent s'inscrire dans cette tradition. C'est absolument typique de l'époque d'utiliser la comparaison entre stalinisme et nazisme pour décrédibiliser le système communiste de l'époque, hein, tout à fait classique. Alors on passe aux années 60. Donc là, on est dans une phase de stabilisation. Le mur a été construit, la RDA ne va pas disparaître. Il y a une stabilisation du régime. Et on va voir aussi des tracts beaucoup plus courts. Donc ici, c'est un tract écrit donc, par Bettina Wegner, qui est une chansonnière bien connue, et qui va donc faire ce tract, Es lebe das rote Prag, vive Prague la rouge, et qu'elle distribue donc en août 68, c'est-à-dire au moment de la répression du printemps de Prague, justement. Donc ce qui est assez spécifique, hein, de ces années 60, c'est qu'en fait c'est la deuxième génération. Ce sont des jeunes qui sont nés en RDA après 45, qui n'ont pas connu, Bettina Wegner, elle a 18 ans, qui n'ont pas connu le nazisme, et qui vont en fait, qui ont intériorisé même ces idéaux communistes, et qui les défendent, mais qui vont mettre en lumière, enfin qui vont dénoncer l'écart entre la réalité socialiste et puis la théorie socialiste. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des jeunes qui ont fait des études et qui sont de familles communistes, en fait, qui ont vraiment, ce ne sont pas des familles dissidentes, loin de là. C'est aussi le cas, donc ça c'est une photo que j'aime bien, c'est une photo qui a été faite par la Stasi, qui a ramassé toute une série de tracts qu'elle a trouvés au mois d'août, alors je crois qu'il y a une date précise, où c'est le 22 août, tous les tracts qui ont été distribués à Berlin, par un groupe, donc ils sont plusieurs, ce sont des jeunes encore une fois, et qui donc tous, alors on voit la différence avec les années 50 où on avait des tracts extrêmement élaborés, des arguments, etc. Et là on voit juste des slogans griffonnés, on est vraiment sur une autre époque. Et la pensée politique n'est pas encore structurée, mais ces jeunes qui ont 20 ans en 68 en auront 40 en 89, et ce sont eux qui feront tomber le mur en 89. Donc l'étape suivante, en général c'est connu, c'est l'affaire Biermann, du nom de ce chansonnier Wolf Biermann, qui lui aussi avait choisi la RDA étant communiste convaincu, donc il a quitté Hambourg à l'ouest pour aller à Berlin-Est, et puis voilà, il fait trop
usage de la liberté d'expression, il est trop impertinent envers le parti, et donc il va être frappé d'abord de l'interdiction de se produire en public, puis d'éditer ses disques, etc. Et puis finalement, il est destitué de sa nationalité est-allemande et contraint de rester à l'Ouest à l'occasion d'un voyage qui était une sorte de piège. Et cette destitution de Birman va provoquer une vague de protestations dans toute l'Allemagne de l'Est. Et donc, on voit, là vous voyez, c'est une affiche, hein, non, c'est une carte postale, pardon. Lasst die Kommunisten leben, laissez vivre les communistes. L'un d'eux s'appelle Birman. Nous sommes solidaires de la demande visant à retirer la décision de destitution de Wolf Biermann. Hein. Donc parce qu'il y aura un mouvement de protestation de la part de tous les intellectuels, Christa Wolf dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont faire une lettre ouverte au parti en disant mais revenez sur cette décision. Donc ça va faire une immense vague de protestation et ça va être 68 et 76 sont les deux derniers moments de scission entre une bonne partie de la société, de la jeunesse et le parti, puisqu'il y a vraiment, voilà, ensuite c'est un peu non-retour. Alors parler de Biermann, c'est l'occasion de faire un pas de côté par rapport au samizdat et de vous parler du magnitizdat, qui est la version audio, en quelque sorte, du samizdat. Donc, les années 70 et 80, c'est aussi l'époque... Donc là, ça, c'est les années 60. Hein, donc, on a des bandes magnétiques. Je trouve magnifique de voir des bandes comme ça. Mais c'est aussi les petites cassettes hein, qui permettaient d'enregistrer, de s'enregistrer les uns les autres, etc. Et ces cassettes avaient beaucoup de prix en RDA. Et donc, on enregistrait les chansons. Alors, quand on avait la chance au marché noir d'avoir... récupérer un disque des Stones ou des Beatles, etc. On l'enregistrait sur cassette et puis ensuite ces cassettes circulaient. Mais circulaient aussi sur ces cassettes des textes subversifs ou des chansons subversives, par exemple celle de Biermann. Et donc Magnitizdat, c'est la bande magnétique auto-éditée par référence au samizdat, qui est déjà en soi, qui va couvrir toute la montée du rock dans le bloc de l'Est. Et puis même ça va aller, là maintenant les jeunes chercheurs travaillent sur le métal à la fin des années 80, le punk, le métal à la fin des années 80, et voilà, qui circulait sous cette forme-là. Donc, je reviens au support papier pour vous parler des années 80 avec l'émergence, donc je vous en ai parlé, de ces revues politiques et périodiques. Hein, le tract va refluer et on arrive vraiment à une période où il y a la volonté de construire un débat dans ces revues, de faire une sorte de faire des journaux, hein, des périodiques très élaborés. Et ces périodiques qui émergent dans les années, à partir de 85 sont liés à quatre grandes thématiques qui sont aussi tout à fait typiques des années 80 partout en Europe. Ce sont les droits humains, notamment après la conférence d'Helsinki en 1976, la question de la paix, notamment dans le contexte de ce que l'on a appelé la Deuxième Guerre froide hein, et du réarmement et de la peur du nucléaire. Et, troisièmement, l'écologie, hein, avec l'éveil de ce mouvement écologiste aussi dans le bloc de l'Est, avec une pollution considérable hein, de l'air et des eaux, qui ont vraiment aussi motivé des tas de générations à l'époque. Et la quatrième thématique, ce sont les droits des femmes, hein, un sujet qui parfois est oublié, mais qui est aussi contemporain. Donc j'ai fait le choix de vous présenter deux samizdat périodiques et de deux thématiques différentes. On commence avec les Umweltblätter, hein, les feuillets de l'environnement. Donc c'est le plus important samizdat périodique de RDA. Il va y avoir 32 numéros en tout hein, jusqu'en septembre 89. Au début, ils sont tirés à 150 ou 200 exemplaires. Et puis, en avril 87, on le voit, hein, ils vont se renommer. Donc, ils s'appelaient au début Umweltbibliothek. Ensuite, ils vont s'appeler Umweltblätter. Et ils vont tirer à 1000 exemplaires, ce qui est vraiment beaucoup pour l'époque. Le comité de rédaction est fixe. Il se réunit tous les mardis. Et les rubriques sont aussi fixes. Donc, il y a vraiment la volonté de pratiquer un journalisme
sérieux, quasi professionnel. Donc les thématiques au début portent sur l'écologie, l'environnement, et puis très rapidement ils vont élargir à d'autres questions beaucoup plus politiques, et ça va d'ailleurs provoquer une scission du groupe parce que le groupe des puristes écolos va dire non mais on ne veut pas parler des autres questions, etc. Et donc le groupe qui ne veut parler que d'écologie va créer un autre samizdat, Arche Nova, qui va vraiment, qui est un très beau document aussi sur les questions écologiques en RDA. Le gros du groupe reste à la Umweltbibliothek. Et ce samizdat, en fait, se transforme à l'automne 89, pendant la Révolution, où ils veulent vraiment acquérir le statut de journal, et donc ils vont se renommer Télégraphe. Voilà. Donc beaucoup des auteurs du samizdat de cette époque vont devenir journalistes après les années 90. Donc il y a vraiment une expérience et une volonté d'expérimenter le pluralisme et le journalisme professionnel. Voilà, et le tirage dans les années 89 monte à 2000 ou 4000 exemplaires, ce qui est énorme quand on imagine, enfin vous allez voir tout à l'heure les machines qui sont extrêmement artisanales. Le deuxième samizdat dont je voulais vous parler, il s'appelle Frau Anders, Femme autrement. Il est beaucoup moins connu, mais très intéressant aussi. Alors, il n'y a que 4 numéros pour 89, mais en revanche, il continue jusqu'en 93, donc il y a beaucoup de numéros après, tiré à une centaine d'exemplaires lui aussi. Et il est l'œuvre donc de 3 femmes, enfin voilà, c'est 3 plus d'autres, qui vont donc décider de faire une revue féministe et lesbienne pour défendre en fait les droits des femmes en RDA, et particulièrement sortir les lesbiennes du placard. Les homosexuels hommes n'ont pas eu recours au samizdat, mais ont aussi pratiqué des actions plutôt sous la forme des clubs, en faisant des clubs pour se retrouver, etc. Et chez les lesbiennes, ça s'est plutôt manifesté notamment par ce samizdat, donc Frau Anders, qui veut dire femme autrement. Donc au début, c'est tiré à 200 exemplaires, puis ça monte à 500 exemplaires. Il va paraître tous les 2 mois, et c'est une brochure, voilà, d'une vingtaine de pages, avec des rubriques fixes aussi. Donc je vais rapidement passer pour vous montrer. Donc là, on est sur la page de titre. Ensuite, il y a le Veranstaltungstipp, la liste en fait des manifestations qui ont lieu dans le mois ou dans les 2 mois à l'échelle de la RDA, les rencontres, etc. Donc l'idée est de sortir de l'isolement, de se rencontrer et de discuter. Donc de nombreuses rubriques. La rubrique fixe, donc Auf der Suche nach mich selbst, à la recherche de moi-même, donc l'histoire d'un coming in. Ensuite, on voit donc la Brandenburg, c'est le groupe de Brandenburg qui se présente. Ici, vous voyez, il y a des adresses de contact. On est tout à l'opposé de l'anonymat des années 50. On est au contraire sur la volonté de créer un réseau, de se connaître et de se soutenir. Donc ensuite, des récits, des comptes rendus de rencontres, des conseils de lecture, des mots croisés, toujours un peu satiriques, un petit peu féministes, etc. Et puis, voilà, donc vous voyez sur la fin, on voit le titre, donc Infoblatt en bas à droite, Infoblatt für Lesben, donc bulletin d'information pour les lesbiennes, et la mention, toujours la même, Nur zum innerkirchlichen Gebrauch. Donc elle reste elle préfère en fait rester sous le couvert de l'Église protestante pour ne pas prendre de risques. Voilà, donc vous voyez 2 groupes complètement différents. On pourra revenir si vous le souhaitez ensuite, on passe à l'histoire matérielle des samizdats, c'est-à-dire voilà, comment finalement c'était possible dans une économie dite de pénurie et surtout dans une économie d'hyper-contrôle, c'est-à-dire où on allait contrôler qui a accès au papier, qui a accès à l'encre, etc. Donc comment finalement il était possible d'inventer des choses comme ça. Donc en fait, il y avait ces réseaux-là ont bénéficié de 3 réseaux d'aide. Le premier réseau d'aide, on l'a déjà évoqué, ce sont les églises protestantes. Donc les églises protestantes ont mis à disposition, pas toutes, certaines, très rares d'ailleurs, ont mis à disposition des locaux. Donc là on est à Berlin, dans la paroisse de l'église de Sion, où le pasteur a d'abord mis à disposition une salle de réunion au sous-sol, c'est dans la cave. Et puis donc, dans cette salle de réunion, vous le voyez, donc sans fenêtre, donc c'est aussi très discret, ils vont mettre en place une bibliothèque, c'est la Umweltbibliothek, ils vont rassembler des livres qui ne sont pas
accessibles ou qui sont interdits ou qui sont très prisés. Hein. Par exemple, le livre de Christa Wolf avec les papiers, enfin le complété, hein, voilà, ou des éditions venant de l'Ouest. Donc on fait cette bibliothèque. Et puis, ils vont commencer à se réunir, à discuter. Ils vont faire des expos, peinture, photos, ils vont faire des happenings, c'est les années 80, donc on a plein de concerts, d'installations, toutes plus avant-gardistes les unes que les autres. Et puis, il y aura la volonté de faire un journal, hein, donc c'est Umweltblätter qui a lieu dans cette paroisse-là. Et là, vous voyez donc 2 dactylographes qui sont au travail et qui préparent Umweltblätter. Donc ensuite, ils vont... Ici, vous le voyez, Uta Ilo, qui est une des dactylographes. Alors, dans le samizdat, les femmes étaient majoritairement assignées à ce type de tâches. Donc, elle est à la dactylographie, donc dans une autre salle. Vous voyez les radiateurs derrière, tout est assez précaire. Et puis, de fil en aiguille, le pasteur leur donne une 3e salle. Donc, il y a la salle de réunion, la salle d'exposition, concert, café, et puis la salle d'impression. Là, voilà, où en fait, ils vont... jour et nuit, il n'y a pas d'autre mot, imprimer, parce que finalement, ils vont avoir les meilleures machines, ils vont réussir à imprimer pour tous les autres copains aussi, quoi. Donc, c'est aussi un lieu d'impression, la Umweltbibliothek. Le deuxième soutien, c'est un soutien qui vient de l'Ouest. Alors, c'est en fait souvent des Est-Allemands, des opposants, qui ont été expulsés, comme Birman par exemple, et qui, connaissant très bien la situation à l'intérieur, vont aider leurs copains qui sont restés à l'intérieur. Et donc les 2 plus emblématiques, c'est Roland Jahn, qui est assez connu, d'ailleurs on l'a reçu à Bordeaux il y a quelques années, qui a pendant 10 ans dirigé les archives de la Stasi. Là, il a passé la main il y a 1 an ou 2. Donc Roland Jahn, à l'époque, est un jeune homme qui a été expulsé parce qu'il était trop iconoclaste pour la RDA, et il va organiser tout un réseau pour fournir de l'encre, des machines à écrire, des héronéotypeuses. Et alors il raconte qu'un jour, il rentre, donc il est à Berlin-Ouest, hein, le mur est là, et il rentre dans une très vieille imprimerie et il voit 2 ou 3 vieilles héronéotypeuses qui partent à la destruction. Il dit « Ouh là là, je vous les achète !» Alors l'imprimeur les lui donne gratuitement. Il dit « C'est exactement les marques que mes copains savent faire marcher à l'Est. » Donc une fois qu'il a trouvé ces Ronéos, il faut les transporter. Et donc là, il va utiliser la valise diplomatique, hein, qui permet à certaines personnes de ne pas être contrôlées à la frontière. La valise diplomatique, ce sont les journalistes occidentaux, les députés, enfin les hommes politiques ou les femmes politiques de l'Ouest. Et donc là, ils vont avoir le soutien des députés écologistes, qui vont passer beaucoup de matériel comme ça clandestinement, ainsi que quelques journalistes et quelques diplomates. Et donc certains d'entre eux racontent comment ils cachaient les Ronéos dans le coffre de leur voiture, parce qu'ensuite il faut déposer la cargaison en quelque sorte, mais sans éveiller l'attention. Et donc un journaliste raconte qu'une fois, il a fait le tour de Berlin, il était suivi par la Stasi, il ne savait pas comment se débarrasser. Et finalement, le groupe a quand même une idée. Il rentre dans une paroisse, en fait, on ferme la porte et il arrive à décharger les Ronéos qu'il avait à l'arrière. Donc c'est vraiment des stratégies. Et donc ces machines... Vous en voyez une, voilà, des machines de la Umweltbibliothek. Donc vous voyez les produits du premier plan sont post-90, mais la machine, c'est une machine d'avant 90. Donc voilà, c'est ce type, il travaillait avec ce type de machine. Alors c'est intéressant de revenir à Frau Anders, les femmes qui sont à Jena, hein, donc Umweltbibliothek c'est Berlin, c'est quand même une grosse structure, beaucoup de liens avec l'Ouest. À Jena, les femmes c'est beaucoup plus confidentiel, c'est pour ça que c'est intéressant de faire la comparaison aussi, mais elles ont du tonnerre qui arrive des groupes féministes de Düsseldorf. Hein, donc il y a des groupes féministes à Düsseldorf qui leur envoient du papier, de l'argent, du tonnerre, etc. pour les autonomiser. Donc les troisièmes réseaux de soutien, on a dit donc les églises, l'Ouest, hein, les copains à l'Ouest. Et le troisième réseau, finalement, ce sont les réseaux solidaires à l'intérieur, hein, du mur de Berlin. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, c'est vraiment l'économie de la débrouille. Donc dès que quelqu'un a identifié, tiens, dans telle librairie, dans telle papeterie, il y a une ramette de papier.
hop, on envoie quelqu'un pour aller récupérer la ramette de papier. Et donc c'est vraiment, ou alors on va acheter 10 feuilles, 20 feuilles, 50 feuilles, donc parce qu'on ne peut pas acheter en grande quantité. Donc il y a vraiment tout un réseau de solidarité pour ramasser. Donc vous imaginez quand je vous disais, ah oui, ils éditent à 1000 exemplaires, c'est vraiment une gageure parce que chaque numéro fait 80 pages. Donc imaginez 80 pages fois 1000. Donc voilà, il y a tout plein de réseaux de solidarité pour trouver ces papiers. Là vous voyez toujours la Umweltbibliothek, c'est le fondateur de la Umweltbibliothek qui a, donc c'est très artisanal, hein, il a imprimé les pages et elles sont classées donc dans l'ordre avant d'être reliées. Donc on en vient maintenant, mais ma foi, comment diffuser, hein, comment diffuser. Eh bien, tous les moyens sont bons, je dirais, puisqu'ils vont utiliser la diffusion de la main à la main, mais dans les lieux privilégiés ou cachés, donc dans les églises, dans des rencontres, etc. Donc, qui sont les moments où on peut, voilà, des lieux spécifiques qui sont protégés. Donc, par exemple, dans des réunions ou des rencontres de l'église, etc. Et il y avait une stratégie qui relève encore de la Umweltbibliothek, qui était vraiment un lieu central pour tous ces groupes-là. C'est qu'ils avaient décidé de construire une étagère en bois. Enfin, un de leurs copains avait construit une étagère en bois avec des cases en fait, hein, et donc sur chaque case il y avait une étiquette qui était le lieu, un groupe, etc. Et chaque fois qu'un dissident par exemple de Schwerin, hein, qui est une ville dans le nord de l'Allemagne, passait à Berlin, il amenait 2-3 exemplaires du Samizdat de Schwerin, il posait ces quelques exemplaires dans la boîte Schwerin et il prenait un exemplaire de toutes les autres casiers. Et il ramenait, et c'est comme ça que ça circulait. C'est-à-dire qu'il y avait quelques rares lieux où on pouvait poser ces documents et récupérer les documents des copains. Et c'est comme ça aussi que le débat a circulé et que de samizdat en samizdat, ils se sont énormément disputés. Enfin, c'était un vrai débat pluraliste. D'ailleurs, tous ensuite sont allés dans tous les chéquiers politiques. Voilà, se sont éparpillés, je dirais, sur tous l'échiquier politique, et on voit en germe dans toutes ces revues politiques, finalement, tout cet exercice du pluralisme et ces débats parfois très virulents entre eux sur des questions politiques, la principale étant faut-il garder le socialisme ou pas. Donc voilà, il y avait cette forme de diffusion, et voilà une autre forme de diffusion, c'est ce qu'on a choisi pour la couverture de notre ouvrage, parce qu'on l'a trouvé vraiment chouette, où là on est quand même assez tardivement, c'est 89, mais c'est avant la chute du mur. Et donc Tom Zello, qui est un des membres de la Umweltbibliothek, lui aussi, qui en fait tient une table où on voit, voilà, ça c'est tout, chaque pile est un samizdat différent, d'un lieu différent, d'un groupe différent, avec des idées différentes. Et dans la liste, enfin dans les piles, il y a aussi des pétitions. Il n'y a pas que des samizdats, il y a aussi des textes à signer pour revendiquer. Donc c'est comme ça que les choses ont circulé. Dans les milieux féministes qui étaient en nombre beaucoup moins important et qui étaient bien mis en réseau les uns par rapport aux autres, mais moins connectés aux groupes politiques, écologistes, etc., les femmes, en fait, se réunissaient très régulièrement. Et donc, il y avait un réseau. Celles qui voyageaient, on portait toujours beaucoup de documents. Et donc, certaines avaient des téléphones, donc on pouvait se téléphoner. Mais les documents circulaient comme ça, par train, en fait. Elles se retrouvaient assez régulièrement, presque tous les mois, en fait. Hein. C'est quand même très, très, très dense. Donc, il y avait une circulation entre les villes qu'on n'imagine pas. Et donc j'en viens tout doucement à la fin de mon intervention. Donc pour vous expliquer finalement que ces samizdats ont obéi à une logique, on le voit souterraine, hein, ou semi-souterraine, avec des réseaux internes, parfois des réseaux inter-allemands. Alors je n'en ai pas parlé, mais il y a eu aussi des réseaux germano-polonais et des réseaux germano-tchèques. Hein, donc il y a une grande perméabilité des idées avec des groupes de Prague et avec des groupes polonais. Il y a aussi des traductions dans le samizdat. Hein, donc on va prendre des textes de dissidents que l'on va traduire parce qu'ils ne sont pas rendus accessibles. En revanche, j'ai pas encore rencontré le cas de textes allemands traduits vers le polonais ou vers le tchèque, mais en revanche, les textes de Havel étaient traduits vers l'allemand et rendus donc accessibles dans le samizdat. Donc il y a vraiment des réseaux comme ça souterrains, assez emblématiques avec l'image de la cave.
et une solidarité assez importante entre les groupes en ce qui concerne tout ce qui est la dimension matérielle, l'encre, le papier, etc. etc. Alors voilà, l'histoire du samizdat, c'est une histoire fabuleuse, hein, c'est l'histoire de la volonté de s'exprimer, de faire vivre le livre libre, de faire du journalisme, donc d'exercer le pluralisme et de le susciter aussi chez les lecteurs et les lectrices. Dans les faits, ça ne concerne évidemment qu'une toute petite minorité d'acteurs et d'actrices et de lecteurs et de lectrices, et la réception de l'époque était vraiment tout à fait confidentielle, même si chaque numéro était lu par un nombre incalculable de personnes. Dans les archives, maintenant, tout est numérisé. Mais il y a quelques années, on avait encore accès aux documents originaux et on voyait que ces documents avaient été tombés en lambeaux tellement ils avaient été lus et relus. C'était vraiment passé de la main à la main. Et souvent, sur la page de garde, d'ailleurs, il y a marqué « Cet exemplaire appartient à machin, me le rendre à la fin ». Alors, on ne sait pas si l'exemplaire finissait par revenir tellement il avait circulé. Donc, ce samizdat a contribué donc, en Allemagne de l'Est, mais aussi en Pologne, aussi en Tchécoslovaquie, aussi en Russie, à la construction en fait d'un espace public parallèle, hein, d'un espace public d'opposition qui peut concurrencer la sphère officielle. En polonais, on appelle ça le deuxième circuit, hein, pour tout ce réseau, toute cette édition parallèle, une sorte d'espace de public de substitution. Voilà, on a utilisé beaucoup de termes, souvent chaque pays a son terme particulier. Les Hongrois parlent de la littérature de boutique, hein, parce que c'est celle qu'on sort de sous le comptoir. Donc voilà, chaque pays a eu son petit mot pour désigner le samizdat, qui est donc le nom russe. Mais ces espaces publics, quand bien même ils seraient très modestes, ils ne concerneraient pas beaucoup de monde, ont, du moins on le pense, vraiment préparé les esprits et les mentalités à la chute du mur et à la révolution de 1989. En RDA, c'est facile à voir, hein, ou à démontrer, parce qu'il y a une grande continuité entre les réseaux, les machines et les arguments finalement des années 80, 87, etc. Et quand la révolution est mûre en fait, hein, et que les gens vont dans la rue, eh bien ce sont les mêmes personnes qui vont imprimer et ce sont les mêmes machines. Donc on a vraiment une grande continuité. Évidemment, les choses basculent assez vite, hein, dans le cas allemand, puisqu'on est dans le contexte aussi de la volonté de réunifier l'Allemagne, etc. Donc cette auto-édition ou cet élan pluraliste, etc., est vite submergé, je dirais, par la presse ouest-allemande et par les partis ouest-allemands aussi. Mais il y a vraiment, sur des trajectoires individuelles, vraiment des parcours qui les amènent vers des carrières politiques, des carrières journalistiques ou des carrières d'artistes, avec cette volonté toujours de défendre la liberté d'expression. Et je terminerai là-dessus, puisque c'est quand même un sujet important de nos jours et dans nos sociétés. Je vous remercie. Alors, il y a peut-être des questions, des réactions, avant que une ou plusieurs mains... Ah oui, voilà, j'arrive. Merci pour votre conférence très intéressante. J'avais deux questions. Une première sur, avons-nous une estimation du nombre, du pourcentage de la population finalement qui était intéressée par ces publications? Est-ce que c'était 1% de la population ou moins que ça? Vous avez évoqué quelque chose de très confidentiel quand même. Est-ce que c'était essentiellement des intellectuels, des artistes qui étaient concernés par ces publications? Et le deuxième point, c'est la police politique, la Stasi, qui avait mis en fiche toute la population, n'a jamais pu finalement contrecarrer ces publications et n'a jamais mis en prison, ou si, j'imagine que si, vous allez nous le dire, les dissidents.
Merci pour votre question, pour vos deux questions. Alors les chiffres, c'est toujours très difficile, hein. La réception est difficile à mesurer, on peut facilement se tromper. Ce que l'on peut dire, c'est que justement, ça n'était pas les milieux intellectuels, ni les milieux proches du pouvoir qui lisaient le samizdat, hein, donc les artistes en général qu'on connaît, hein, Volker Braun, Christa Wolf, etc. C'était plutôt justement les anonymes qui n'avaient pas fait d'études ou qui n'avaient pas eu, pour des raisons politiques, hein, accès à des métiers de l'intelligentsia et qui, en fait, voilà, vivaient dans une sorte de marge, hein. Les samizdat, c'était vraiment l'expression de la marge. Voilà, donc c'était plutôt des populations, voilà, des ouvriers ou des travailleurs sociaux. Enfin voilà, les âges, c'est vrai que plutôt jeunes, hein, enfin plutôt entre 15 et 50, 60 ans. On n'a pas dans ces groupes, voilà, il y avait quand même une moyenne d'âge assez basse. Et donc voilà, c'est assez difficile de chiffrer en pourcentage. On pense que les groupes actifs, c'était quelques centaines de personnes. Donc ceux qui faisaient les samizdat, ceux qui agissaient. Et donc le lectorat, voilà, jusqu'où va-t-il? C'est difficile, mais ça reste quand même très confidentiel, très confidentiel. Et pour la deuxième question, alors oui, c'est toute une histoire évidemment, la Stasi. Donc la Stasi a eu plusieurs stratégies à l'égard de l'opposition au cours des 40 ans de l'histoire de RDA. À partir des années 70, la RDA obtient sur la scène internationale son objectif de toujours, c'est-à-dire d'être reconnue en tant qu'État. Parce que jusqu'en 72, la RDA n'a pas d'existence, elle n'est reconnue que par les pays du pacte de Varsovie. Et le jour où la RDA peut enfin être reconnue comme un deuxième État allemand sur la scène internationale et qu'elle est invitée à l'ONU et qu'elle est invitée à Helsinki, eh bien, elle signe des textes internationaux s'engageant, par exemple, à défendre les droits humains. Et donc, la RDA, à partir de ce moment-là, ne va plus vouloir réprimer de façon ouverte, visible, comme elle le faisait jusqu'à maintenant l'opposition. Dans les années 50, un tract, c'était 25 ans de prison ou 25 ans de goulag. Donc beaucoup d'entre eux ont été rachetés par l'Allemagne de l'Ouest, beaucoup sont morts, certains ont été condamnés à mort, ça c'est les années 50, et beaucoup ont été rachetés par l'Ouest, mais certains, Flad, là, ce jeune dont je vous parlais en 1950, il a été racheté au bout de 8 ans, hein, par la RFA, mais c'était un homme brisé qui est mort très, très peu de temps après. Donc voilà, la répression c'était quelque chose de pas rigolo du tout, je dirais, dans les années 50 et 60, et la Stasi, enfin la RDA change ses stratégies de répression et de contrôle de la population à partir des années 70. Et c'est là justement où elle va développer la police politique, la Stasi, qui va devenir cette pieuvre. L'idée est de tout contrôler, de tout infiltrer pour anticiper au lieu de réprimer. Et donc il développe des mesures, hein, qui s'appellent les mesures de déstabilisation psychologique et sociale, qui sont sont très pernicieuses, hein, qui consistent à briser des couples d'amis, des groupes d'amis, des couples, pardon, à déstabiliser quelqu'un dans son environnement professionnel, voilà. Donc c'est très élaboré. Et pour le samizdat, en fait, ils vont faire pareil, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont infiltrer tous les groupes. Quasiment tous les groupes ont été infiltrés. Il y avait un informateur dans chacun de ces groupes. Et ces informateurs faisaient des rapports. Et quand on lit les rapports de ces informateurs, on mesure combien les informateurs passaient à côté des informations principales. C'est-à-dire qu'en fait, la Stasi était partout, mais était aussi inefficace. Alors il y a une histoire quand même assez rigolote à raconter dans le cadre donc de la volonté de la Stasi de contrôler la scène du samizdat. Il y avait un groupe extrêmement dynamique à Friedrichsfeld, qui est un quartier de Berlin. Et en fait, ils ont voulu leur couper l'herbe sous le pied. Et donc, la Stasi a édité elle-même un samizdat, le numéro 1, avant même que le groupe ne puisse éditer son propre numéro 1. Et en fait, c'est une blague, hein, évidemment, dans les milieux de l'opposition, parce qu'à un mois d'intervalle sont sortis le numéro 1 de la Stasi et le numéro 1 du groupe. C'est-à-dire, l'effet a été complètement nul, en fait. Ils n'ont pas réussi, ils ont pensé que ça les perturberait ou que ça les discréditerait dans le milieu d'opposition, mais pas du tout, parce que l'information a circulé, donc ça n'a pas marché. Il faut quand même mentionner 87, avec cette volonté de la Stasi, cette fois-ci justement, de réprimer
de façon ouverte. Et donc, ils vont faire une perquisition dans les locaux, dans la cave de la Umweltbibliothek, et ils veulent saisir le groupe et les documents de Grenzfall, ceux qui ne mettent plus la mention par la protection des églises. Et en fait, ça va complètement... voilà, l'opposition a été mise au courant. Et donc, ils se font arrêter, ils sont tous libérés le lendemain, et tout le matériel qui aurait été dangereux avait été mis à l'abri. Donc la Stasi a été plutôt inefficace. Dans les années 80, la Stasi est devenue une grande machine à produire du papier. Elle est partout. Elle produit de l'information, mais elle ne la traite pas. Et l'information qu'elle produit n'est pas une information pertinente ou utilisable. Voilà. Donc il y a il y a des tas de rapports qui sont du verbiage insensé. Voilà, c'est beaucoup ça, enfin pas uniquement, hein, mais c'est beaucoup ça. Voilà. Certains ont été arrêtés dans les années 80 encore, hein, mais il était plus facile de se faire arrêter à Berlin parce que tout le cercle, enfin voilà, c'est toujours l'histoire de la solidarité. C'est-à-dire si le groupe sait qu'on a été arrêté, ils envoient les informations à l'Ouest, ça passe dans les médias de l'Ouest, et là, la RDA est obligée de faire bonne figure et donc relâche les dissidents. Où l'Allemagne de l'Ouest les rachète. La RDA a comblé beaucoup de son déficit financier en vendant des milliards de Deutschmark les dissidents. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions ici? Oui. Et ici après. Merci. On a parlé, enfin, il y avait le film avant, on a beaucoup parlé de la Pologne, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie, mais pour le sujet que vous avez développé, qu'est-ce qui s'est passé dans des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie qui faisaient partie des pays de l'Est, parce que la Yougoslavie était un petit peu à part. Mais... Alors, justement, la Yougoslavie est à part, puisqu'on n'a pas eu besoin, en fait, voilà, les choses se sont passées différemment. En fait, chaque pays a une chronologie vraiment spécifique. Donc, en Roumanie, on a une autre pratique du samizdat avec une autre chronologie. Donc, je ne suis pas spécialiste de tous les pays du bloc, ils sont trop nombreux, et donc je n'ai jamais lu un samizdat en roumain, c'est dommage. Mais effectivement, il y a cette diversité. L'exemple est-allemand est très comparable à l'exemple polonais ou tchécoslovaque, qui sont vraiment, voilà, c'est vraiment lié à des groupes militants des droits humains, militants pour la paix, etc., etc. Les problématiques sur la Roumanie sont un peu différentes, et donc de peur de vous dire de bêtises, je ne vous répondrai pas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je suis venu avec une idée complètement fausse de ce que vous alliez nous raconter, parce que moi j'ai confondu, je pense, Samizdat avec Dazibao. Je pensais qu'il y avait, comment dire, une exposition de ces tracts ou comme ça. Alors, je comprends bien que ça aurait tout de suite arraché par la Stasi ou par d'autres, mais il n'y a pas eu d'affichage comme ça des Samizdats. Ça a été forcément de la clandestinité. Et les Dazibao, alors je ne sais pas, je pense que c'est plutôt en Chine, ça, ou dans le... Et là il y a des affichages, et pourtant, c'est aussi des régimes autoritaires. Et comment c'est possible, ça? Alors, j'ai un peu tout confondu, là. Hein? Excusez-moi. Non. Effectivement, les pratiques dans les régimes dictatoriaux, les pratiques de contournement, d'expression artistique, politique, etc., sont toujours très ingénieux. Et en fonction de sa culture, de sa religion, enfin, voilà, les marges qu'ont offert les églises protestantes ne sont pas celles qu'aurait offert l'Église catholique. Enfin, voilà. Donc chaque État, chaque situation le contexte va être exploité de façon différente, en fait. Donc effectivement, que ce soit Pologne, Tchécoslovaquie, ou même en Russie, on n'utilise pas l'affichage, en fait, parce qu'effectivement c'est tout de suite arraché. En revanche, dans des lieux privilégiés, que sont par exemple les paroisses, que sont les caves ou les appartements personnels, parce qu'il y a une grande culture de réunion dans les appartements. Dans la culture russe, on appelle ça les cuisines. Tout se passait, les samizdats, on les écrivait dans les cuisines. C'est la culture des cuisines. C'est-à-dire qu'il y a les appartements communautaires
communautaire, et puis il y a la cuisine où on est tous autour d'une table. On fait un café, ou alors on a le samovar et puis hop, on fait le samizdat. Donc il y a des espaces comme ça qui sont soit des espaces privés, parfois collectifs, soit des espaces privilégiés, comme les églises pour l'Allemagne de l'Est, et en partie aussi pour la Pologne, de temps en temps, on sait que l'Église catholique, où on a pu faire des affichages, justement faire des happenings. C'est des images toujours très troublantes pour nous, de voir qu'ont eu lieu dans les années 80 des concerts punk dans les églises allemandes de l'Est. Donc c'est-à-dire, en fait, c'était l'église était, la paroisse et l'église étaient des lieux qui étaient... alors la Stasi était là, elle était présente, mais elle ne pouvait pas intervenir. Donc elle observait, mais il s'y déroulait des choses en marge. Et donc, dans ces marges-là, il y a eu beaucoup d'expos de peinture, beaucoup d'expos photos, il y a beaucoup de photographes à l'époque. Il y a aussi beaucoup de cinéastes amateurs qui n'ont jamais... ce sont des films qui sont sortis après 90 et qui sortent des écoles de cinéma, mais qui font des films expérimentaux, etc. Et ils se filment aussi dans ces moments-là. Donc, il y a quand même toute une pratique artistique, aussi d'affichage, donc politique, mais ça reste dans des espaces totalement confidentiels, dans des réseaux parallèles, souterrains. Alors, oui, j'arrive. Oui, au début, vous nous avez dit que il y avait des difficultés importantes pour se procurer du papier, de l'encre, etc., pour imprimer. Or, moi, je me souviens, dans les années 70, à Berlin-Est, avoir vu en particulier dans la Stalinallee, qui était la grande avenue, des librairies qui vendaient des livres d'art magnifiques. Mais des livres d'art, ça n'avait rien de politique. Effectivement, mais alors probablement que du point de vue des éditions de l'époque, c'était un choix aussi. La RDA a eu une politique culturelle extrêmement dynamique. Il y a eu beaucoup de théâtre public, beaucoup d'expositions de peinture. On a financé, subventionné les arts et la culture de façon très importante. Donc ça m'étonne pas beaucoup finalement que la RDA ait aussi produit de très beaux ouvrages en papier glacé. Ça contribuait aussi d'une vitrine finalement de ce que la RDA voulait montrer d'elle-même, de son art ou de ses collections. Alors évidemment tout n'était pas montré, loin de là, mais il y a cette volonté. Donc le papier, en fait, vous avez raison, dans les années 70, ce n'est plus les années 50, on a du papier, mais tout le monde n'y a pas accès. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas aller acheter. Alors si vous allez acheter 10 feuilles, voilà. Mais si vous achetez 3 ramettes, tout de suite, si la papeterie a une accointance avec la Stasi, on va dire le gars du coin, là, il est venu m'acheter 3 ramettes. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire de ces 3 ramettes? Vous voyez, donc, c'était aussi éveiller tout de suite les soupçons. Donc oui, il y avait du papier, mais l'accès au papier n'était pas libre, n'était pas facile. Bonjour et merci beaucoup. Vous parlez donc, on parle du samizdat comme un événement du passé. On parle du samizdat comme étant un événement, un mode d'expression du passé dans l'histoire. Qu'en est-il du présent? Si vous pouvez oui, bien sûr. Alors la seule différence, en fait, c'est que les moyens de communication du XXIe siècle ont évolué. Et donc, de nos jours, on a des moyens de communication électroniques qui, pour beaucoup, se sont substitués au réseau samizdat. C'est-à-dire qu'il y a des façons de communiquer donc, qui ont pris le relais. Mais la répression est aussi très forte sur ces réseaux-là. Et donc, on constate, en fait, de plus en plus le recours, et notamment en Russie actuellement, le recours ou le retour du samizdat papier, qui est beaucoup moins visible, beaucoup plus discret et qui est moins dangereux. Donc la question de la liberté d'expression, elle est toujours contemporaine. Il suffit de déplacer son regard sur le globe. Elle est jamais très loin. Enfin, je veux dire, c'est jamais acquis, la liberté d'expression. Et donc,
effectivement, la possibilité de s'exprimer, dans certains pays d'Europe aujourd'hui, elle est menacée, elle est limitée. Et donc on voit justement, c'est aussi ce qui nous a beaucoup motivés. En fait, on a commencé ce travail et puis la guerre en Ukraine a eu lieu, le début de la guerre en Ukraine a eu lieu, on était engagés dans ce travail. Et c'est vrai que ça nous a tous beaucoup touchés parce qu'on travaille avec beaucoup de spécialistes du monde slave, vous l'avez compris. Et donc ça nous a, voilà, on a accompagné aussi les collègues aussi dans ces pays qui eux-mêmes voyaient très concrètement leur champ de possibles se réduire. Et donc voilà, donc la contemporanéité de la question en fait est celle de la liberté d'expression et du support. Et donc effectivement, en dépit donc de cette grande massification de la communication via les médias, on voit un retour au papier, au livre, qui est voilà, qui est quand même plus facile, enfin, moins facile à contrôler. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si les samizdats ont été une forte influence sur la chute du mur de Berlin. Merci. Alors, c'est difficile à mesurer. En fait, il y a deux événements déjà distincts. Il y a la chute du mur de Berlin et puis il y a la chute du régime est-allemand. Et la chute du régime est-allemand a lieu en octobre. La révolution a lieu en octobre et elle provoque la chute du mur de Berlin un mois après, qui provoque la réunification. Mais finalement, l'objectif de tous ces milieux-là, ce n'était pas du tout la réunification, et peut-être même pas la chute du mur de Berlin, en fait, parce que eux, ce qu'ils avaient construit justement dans le samizdat, c'était vraiment l'utopie ou les utopies, parce qu'ils n'étaient absolument pas d'accord, d'un État qui ne devait plus être un État communiste tel qu'il le vivait, mais qui n'était pas forcément non plus l'État libéral qu'il voyait en Allemagne de l'Ouest. Donc il y a eu toute une échelle aussi d'utopie et de débats sur, voilà, etc. Donc les choses ensuite se sont accélérées et tous ont été quand même mis sur le côté par la rapidité des événements et puis le cadre international a pris le dessus sur le débat au sein de la RDA. Donc c'est très difficile de mesurer. Comme je vous le disais, c'est les personnes qui ont expérimenté ces réseaux et qui ont été les acteurs et les actrices de ces réseaux ont, eux, pour le coup, ils se sont émancipés de la dictature, ils se sont affirmés, ils ont pris leur liberté d'expression notamment, et c'était des personnalités qui sont arrivées avec beaucoup d'énergie, de force et de confiance en elles dans la révolution et dans la post-révolution. Tous vont beaucoup s'engager, il y aura un gouvernement libre, démocratiquement élu en RDA, qui ne restera en place que quelques mois. Mais certains des auteurs du samizdat sont des ministres de ce gouvernement. D'autres siègent à la table ronde est-allemande, etc. La révolution a des tas d'autres causes économiques, interallemande et internationale. Et voilà, le samizdat contribue en tout cas à ébranler de l'intérieur et à faire progresser le débat et la pratique du pluralisme dans un milieu étroit de personnes. Merci beaucoup, Hélène Camarade. Un grand merci.